Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed et aujourd'hui, je marche sur l'air. C'est diablerie. Parce qu'on va s'intéresser à un film réalisé par un cinéaste qui déchire, qui défonce, que dis-je qui défonce, qui déglingue sa race à la machette. Au sécateur. Ah, c'est moins pratique. Ouais, j'ai très peu de notions d'armes blanches. T'es prêt? Ouais, attends. Vas-y. Paul Thomas Anderson est un réalisateur, scénariste et producteur angelin. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Los Angeles. Ne m'en remerciez pas. C'était pas prévu. Il commence sa carrière en 1996 avec le film Hard Eight, un petit polar plutôt bien ficelé avec Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth Paltrow et Samuel L. Jackson. Il enchaîne avec l'excellent Boogie Nights, qui est une sorte d'immense fresque de l'industrie du porno dans les années 70 et 80. C'est un sujet qui lui tient pas mal à cœur étant donné qu'il a grandi dans la vallée de San Fernando, qui était à l'époque considérée comme la capitale de la pornographie. Il y a une capitale du porno? Donc Boogie Nights c'est une tuerie, faut absolument voir ça si c'est pas déjà fait, d'autant que le rôle principal est tenu par Marky Mark. Après ça, Paul Thomas Anderson enchaîne avec Magnolia, un putain de film choral mélodramatique de plus de 3 heures qui se passe également dans la vallée de San Fernando et qui est très inspiré du non moins excellent Shortcuts de Robert Altman, qui lui-même était une adaptation des nouvelles de l'auteur américain Raymond Carver. Et si vous n'êtes pas convaincu par Magnolia, en voici un extrait avec Tom Cruise dedans. Séduire et détruire vous enseignera les techniques pour que n'importe quelle jolie blonde bandante se mette à mouiller rien qu'en pensant à votre... Après ça, il a fait Punch Drunk Love, sûrement une des comédies romantiques les plus touchantes des années 2000. La performance étant d'autant plus impressionnante que le premier rôle est tenu par Adam Sandler. Puis There Will Be Blood, universellement reconnu comme un chef-d'œuvre, et enfin The Master récemment avec Joaquin Phoenix, que je trouve un peu moins intéressant que les autres, mais qui vaut quand même le coup. Une petite anecdote en bonus, Anderson est un ami de Tarantino et ce dernier a dit il y a quelques années que les films d'Anderson sont tellement bons qu'il se donne un mal de chien pour rester au niveau. Si ça c'est pas trop stylé, je pense que ce mec est un génie, je pense que c'est un des cinéastes les plus importants de sa génération et je pense qu'il mérite plus de reconnaissance. Putain, mais ça veut dire que le film d'aujourd'hui il va déchiqueter au point américain clouté. Bah bizarrement non. C'est pas top. Étrange. C'est quoi le film? Resident Evil. Ouais, t'es en train de confondre Paul Thomas Anderson, le réalisateur de Boogie Nights, et Paul W.S. Anderson, celui de Resident Evil. Depuis quand t'es devenu fort en prénom, toi? Et t'as sûrement fait exprès pour pouvoir parler d'un réal que t'adores. Non, ce serait dégueulasse. Donc Resident Evil est un film d'horreur sorti le 15 mars 2002 aux États-Unis et réalisé par Paul W.S. Anderson, un cinéaste anglais qui s'est fait connaître avec son adaptation de Mortal Kombat en 1995, mais qui a aussi réalisé un paquet de films effroyables comme Alien vs Predator, Les Trois Mousquetaires 3D, tu vois, je vous le conseille un peu. C'est à mourir de rire. Ou encore Soldier, un film de SF avec Kurt Russell, écrit par le scénariste de Blade Runner. D'ailleurs, Soldier se passe dans l'univers de Blade Runner sur une autre planète. Le souci, c'est que le film a fait un flop parce que contrairement à Blade Runner, c'est de la merde. Évidemment, il est aujourd'hui connu pour être à la tête des adaptations de Resident Evil, puisqu'il en a réalisé 3 et produit 2. C'est donc une longue histoire d'amour entre Paul et la franchise, une histoire qui commence dans un laboratoire du futur, chez la société Umbrella, où un inconnu libère un virus de la mort. L'intelligence artificielle qui contrôle le labo décide donc de verrouiller tout le bâtiment et de buter tout le monde pour éviter une contamination. Là, c'est marrant, cette porte elle est fermée. Certains se retrouvent même bloqués dans un ascenseur qui les met en mode rave party. Ils essaient d'en sortir, mais l'IA ne l'entend pas de cette oreille. Ok, on va s'arrêter 2 secondes. Pourquoi t'as fait ça? Parce que là, c'est vraiment pas sympa, quoi. Tu pouvais la décapiter direct, t'avais pas besoin de faire descendre l'ascenseur pour qu'elle ait le temps de se rendre compte qu'elle va crever. C'est juste vraiment mal poli. Et très étrange, étant donné que t'es une intelligence artificielle, et que t'es pas censé prendre du plaisir en tuant des gens. Attention, tu vas mourir. Oh non, ça bah si. Pendant ce temps-là, Mila Jovovich se réveille après ce qui me semble avoir été une super soirée, et se rend compte qu'elle est amnésique toute seule dans un grand manoir avec des caméras partout, des arbres dehors, et surtout des jumpscares pas chers. Elle décide de mettre une robe parce que c'est pas parce qu'on se réveille amnésique à poil dans la douche avec des coupures partout qu'on peut pas être élégante. Elle sort et se fait mettre un coup de pression par des feuilles mortes. Comment tu vas en chier quand les zombies vont arriver? Elle se rend compte qu'elle n'est pas seule, il y a un comptable avec elle, mais à peine ont-ils eu le temps de faire connaissance que débarque sans prévenir un commando de Lone armé jusqu'aux dents qui défonce les fenêtres, menotte le comptable et demande à Mila de faire son rapport. Je veux votre rapport, soldat. En fait, je me suis cogné à la salle de bain. On comprend que le labo du début se trouve sous le manoir, évidemment. Donc les Lone enlèvent leur masque à gaz pour entrer dans la zone empoisonnée. Ce qui permet de découvrir leur visage, donc comme d'habitude on a le gros bourrin au grand cœur, le sidekick rigolo, et le garçon manqué qui cette fois sortait le champagne est interprété par Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez qui joue un garçon manqué, c'est super couillu, j'avais jamais vu ça. Enfin, sauf dans SWAT Unité d'élite, ou dans Battle Los Angeles, ou dans Machete, ou dans Fast and Furious 1, 4, 6... Avatar. Bon après c'est pas la pire actrice du monde, c'est pas comme si elle avait joué dans un film d'où... Oh putain de merde. Bah c'est lui qui m'en veut là. Bref, les héros ont besoin de prendre un train pour accéder au labo, mais il est en panne, c'est donc Michelle Badass Rodriguez qui va le réparer. Quand soudain... Bouh. Alors ça y est. Nerveuse? Mais quel âge tu as toi? Comment je l'ai trop fait flipper. Donc ils prennent le train... Mais à peine ont-ils eu le temps de partir que Michelle panique déjà parce qu'elle n'arrive plus à ouvrir la porte. Je vous dis qu'on va mourir les gars, on va crever, bordel de merde, on va crever. Heureusement, un militaire réussit à l'ouvrir, ce qui fait entrer un nouveau personnage qui a le pouvoir de déclencher des flashbacks mal montés.
On comprend qu'il s'agit du mari de Jovovich qui lui aussi souffre d'amnésie. Tout ce joli petit monde se dirige donc... Alors que la quasi-totalité de l'équipe nous explique ce qu'on a déjà vu au début du film, le comptable tombe amoureux d'une bouche d'aération. Qu'en sort de cette dernière? Rien. Rien du tout. Non, vraiment rien. Retour à l'exploration, l'équipe tombe sur des containers qui visiblement renferment des créatures de l'enfer. Oh, attention Mila, derrière toi! Bon, le but du jeu est de désactiver l'intelligence artificielle qui s'appelle la Reine Rouge à l'aide de ce gros bidule de désactivage d'intelligence artificielle qui s'appelle la Reine Rouge. Quelques lawns se retrouvent enfermés dans un couloir, l'intelligence artificielle déclenche un rayon laser tranchant comme un rayon laser qui traverse la salle en longueur. Ouais, c'est étrange comme système de défense. Demandons son analyse à Mila Jovovich. Il y a une espèce de rayon qui est en train de les tuer! Merci Mila. Le militaire en chef arrive à esquiver des lasers avec un peu de souplesse, mais c'est quoi cette IA de connard programmée par un gangsta Lucifer? Tu pouvais pas faire ça dès le début, t'étais obligé de jouer avec eux en faisant passer le laser 3 fois pour leur faire croire qu'ils avaient une chance? Eh Dave, si t'essaies de me débrancher, je te défonce, je te raquette, je bouffe ton chien, je crame ton salon, je te pince les tétons, je te fais un shampoing à la pisse. Et ce qui me fait le plus halluciner, c'est que l'IA est visiblement assez évoluée pour inventer des petits jeux pervers pour buter des gens, mais pas assez pour en profiter pour détruire le seul et unique objet qui peut lui causer du tort. Amateur. Les héros réussissent à accéder à la Reine Rouge qui prend la forme d'un hologramme de petite fille, parce que les petites filles au cinéma c'est méga flippant, donc on en est à 40 minutes de film et Michel Rodriguez se retrouve face à un zombie qui lui mord la main. Ah putain, c'est vrai, il y a des zombies dans Resident Evil. Michel descend le zombie parce que... C'était une folle furieuse, elle m'a mordu. Merci Michel. Bon, comme le réal vient de se rendre compte qu'il est en train de faire un film de zombies, il décide d'en foutre plein et nous plonge dans une séquence d'action que j'ai envie de qualifier d'ouvébolesque, avec musique techno, insert sur des armes qui font pampan et montage de merde. Ils s'échappent tous sauf un qui se fait bouffer, vous noterez l'incroyable émotion qui se dégage de cette séquence, qui concerne un personnage qui n'a eu que 3 répliques depuis le début du film, et là il va se passer quelque chose d'assez cool. Le liqueur va apparaître. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le liqueur est un monstre culte de la saga de jeux Resident Evil qui apparaît pour la première fois dans Resident Evil 2. Et évidemment, c'était le fantasme de beaucoup de fans de le voir à l'écran, mais je ne vais pas en parler, parce que j'ai vu ce film avec Jérémy Morvan et que sa réaction face au liqueur m'a paru extrêmement juste. C'est donc lui qui va se charger de commenter les apparitions du liqueur. Donc le bordel ambiant fait qu'un liqueur arrive à s'échapper. Oh là là. Oh la vache. Les persos sont maintenant dispersés dans le complexe, Mila se matrix contre des chiens empaillés de l'enfer qu'elle défonce sans trop de soucis. De son côté, le comptable fouille des bureaux et lit des dossiers face au mur pour être sûr d'être vulnérable en cas d'attaque. Allez, vas-y, t'en meurs d'envie. Bref, j'ai essayé de faire court pour le reste, on apprend que le comptable en fait c'était un révolutionnaire dont la sœur a été envoyée pour voler des informations importantes sur Umbrella. Il y a des ellipses de merde qui puent la scène coupée au montage. Les héros continuent à se balader dans le complexe pendant encore quelques centaines d'années. Heureusement, Michel a trouvé un moyen de se divertir. Ça vous fait envie, hein? Oh, on a une grosse faim. Ça fait zombie, pam miam miam flashback. Mila se souvient que... Il y a un antivirus. Il y a un antivirus. Et va le chercher pendant que les voisins font la teuf. Faut vraiment que j'appelle le monteur son. Et attention, super retournement de situation monté par un gang d'épileptiques. Oh mon dieu, le mari de Mila est un traître. Le liqueur s'occupe de lui régler son compte. Putain. Les héros se barrent en train, le liqueur les rattrape. Ah non mais putain, mais là c'est festival. Les survivants meurent tous à l'exception de Mila et du comptable révolutionnaire qui s'en sort avec une griffure. Ils s'échappent, le labo se verrouille et c'est la fin. C'est pas vrai. On a encore droit à une scène où le héros et l'héroïne se rassurent mutuellement en se disant que tout va bien aller dans le meilleur des mondes, et c'est la fin. C'est pas vrai non plus. Après ça, le comptable commence à se transformer en monstre et des scientifiques militaires viennent le chercher, et c'est la fin. Presque. En fait, elle se réveille à l'hôpital, se rend compte qu'il n'y a personne aux alentours, elle sort de l'hosto, constate que la ville est en ruine, chope un fusil à pompe, et là, c'est la fin. Ce qui est assez troublant parce que j'ai l'impression que le film se termine au moment où il devrait commencer. Mais s'il y avait que ça encore. Alors, je vais sûrement pas me faire que des amis avec ce que je vais dire parce que déjà ça a été un carton, le film a rapporté plus de 100 millions de dollars pour un budget d'à peu près 30 millions et en plus j'ai cru comprendre en me baladant sur le net que certains considèrent le premier Resident Evil comme une adaptation valable. Il a 6,6 sur IMDb, ce qui est une note à peu près correcte. Je trouve ce film vraiment très mauvais. Mais vraiment très mauvais. Pour moi, c'est pas loin d'être un OV Ball avec quelques qualités supplémentaires. Les acteurs sont à la ramasse, les personnages n'ont rien d'attachant, et le fait que Jovovich soit complètement amnésique pendant tout le film fait qu'à la fin, on n'a pas l'impression de la connaître. Alors va te faire foutre. Les effets spéciaux sont... Non mais sérieux les gars. Le montage est complètement aléatoire, et putain, le son est une horreur. Le montage son me déprime. Ou me fait rire d'ailleurs, parce que je trouve ça trop cool que les clapets fassent un son du futur. Et la musique me tape sur le crâne. Ce qui est d'ailleurs assez dingue, parce qu'elle a demandé les efforts de Marco Beltrami, qui a bossé sur Scream, et de Marilyn Manson. Mais ça me fait plus penser à du DJ Aspé. DJ Aspé est un DJ français célèbre pour avoir été pendant un petit moment le DJ attitré de la gaffe. Ah c'est fatal, c'est direct, on part direct en live, yes I, ils sont rouges.
Il a tenté un retour il y a quelques années avec le tube Sous la douche dans lequel il a pu exprimer l'entièreté de sa subtilité. Est-ce qu'on est bien sous la douche? Oh là là, y a plus d'eau. Ok, t'es pas obligé de tout expliquer, ça devient un peu dérangeant. Et surtout, l'histoire est super convenue. Vous avez normalement déjà vu ça 1 milliard de fois. Mais c'est pas si dérangeant. J'ai aucun souci avec le fait qu'on me raconte la même histoire encore et encore, tant qu'on le fait avec un poil de créativité. Juste un poil! C'est pas trop demandé, je pense, que d'espérer d'un film un tout petit peu d'originalité. Je lui demande pas de révolutionner le genre ou de marquer l'histoire du cinéma, juste d'avoir une personnalité. Vous savez pourquoi j'exhibe un poster de 2001 derrière moi comme le dernier des branleurs cinéphiles depuis le début de l'émission? Là. Parce que les films de Kubrick sont les premiers à m'avoir fait prendre conscience de quelque chose. C'est devant ces films que j'ai compris l'importance du réalisateur dans le processus de création. C'est la première fois que j'ai eu l'impression que quelqu'un s'adressait à moi au travers de ces films. Parce que Kubrick avait une personnalité. Et c'est pour ça que j'aime Scorsese, Cronenberg, Paul Thomas Anderson et plein d'autres. Là, le film est tellement gentillet, tellement aseptisé qu'il m'est impossible de voir en Paul W.S. Anderson autre chose qu'un tâcheron parmi d'autres tâcherons interchangeables qui se contentent de filmer les séquences sans s'impliquer ni s'appliquer. Et ça se traduit à l'écran par plusieurs choses. Déjà, le film a l'air de tourner en rond au bout d'une heure, toutes les séquences se ressemblent et on a l'impression de juste suivre des gens qui marchent dans des couloirs avec plus ou moins de zombies autour, mais surtout, ça ne fait pas peur. Pas du tout, jamais peur. Et je pense que les mecs s'en sont bien rendus compte parce que du coup ils ont blindé le film de jumpscares et d'effets nuls. Alors certes, Resident Evil et Resident Evil 2, les jeux dont sont tirés le film, contiennent des séquences d'action et des gros flingues, mais le cœur du jeu, c'est quand même le côté survival flippant. Et la peur passe par une économie de moyens, allant jusqu'à utiliser les limitations techniques de la console pour créer du suspense. Et une grosse partie du premier jeu se passe dans un manoir abandonné, ce qui fait que le décor rend le truc oppressant. C'est la même stratégie que dans Silent Hill en fait, pervertir les objets du quotidien pour leur donner une force évocatrice et les rendre effrayants. Là, tout le film se passe dans ce putain de labo à l'esthétique complètement froide et aseptisée. Parce que ce n'est pas un film d'horreur. C'est un putain de film d'action avec quelques zombies dedans. Et j'ai rien contre les films d'action, hein, j'adore ça. Mais là, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un film hybride d'action-horreur par opportunisme. Parce que les gens qui aiment les premiers jeux Resident Evil les aiment surtout pour leur ambiance de film d'horreur. Donc ils ont mis des zombies. Mais la seule chose qui justifie les séquences d'action du film, c'est l'image qu'ils se projettent des joueurs. Et ça me ramène à quelque chose d'assez important, je pense, quand il s'agit d'adaptation de jeux au cinéma. Quel que soit le jeu adapté, et même si ce dernier possède une identité assez marquée, ce qui prime est systématiquement d'essayer de faire plaisir aux fans de jeux vidéo, qui visiblement, dans l'esprit des studios d'Hollywood, sont des bourrins décérébrés, ce que je trouve complètement con. Quand tu adaptes un roman au cinéma, t'essayes pas spécialement de faire plaisir aux fans de littérature, parce qu'il y a une énorme différence entre tel et tel type de lecteur, mais visiblement dans leur tête, le gamer ressemble au gamer. Et c'est assez flippant. D'autant que le film aurait pu être une curiosité intéressante, parce qu'à la base, il devait être réalisé par George Romero, un cinéaste de genre extrêmement important qui a un peu construit ce qui est devenu le film de zombies moderne. Ce qui m'aurait intéressé dans le projet, c'est de voir Romero adapter Resident Evil alors que les jeux Resident Evil sont très fortement inspirés des films de Romero. La boucle aurait été bouclée. Et même si l'avis général est de dire que le scénar de Romero était assez faible, j'aurais été curieux de voir ça. En tout cas, ça pouvait pas être pire que le film qu'on a eu. Que les films qu'on a eu d'ailleurs, parce que comme je vous ai dit, le film a cartonné et du coup on a eu droit à plusieurs suites, toujours avec Anderson derrière. Et c'est dingue parce que c'est quand même le mec qui a fait La famille Tenenbaum, La vie aquatique, Fantastic Mr. Fox...